Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal de 15 heures dont voici les titres. Une réunion pour explorer les possibilités de renforcement des relations bilatérales entre Djibouti et la Suisse. Dans l'actualité internationale, ce bilan de la guerre qui s'alourdit à plus de 31 923 morts, Israël bombarde les Palestiniens depuis le 7 octobre. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cette réunion que le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale a eue avec ses homologues de la Suisse. Mahmoud Ali Youssouf a reçu son homologue de la Confédération suisse, conseiller fédéral et chef du département fédéral des affaires étrangères de la Suisse. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite officielle à Djibouti effectuée par le conseiller fédéral et chef du département fédéral des affaires étrangères. Deuxième étape d'une tournée régionale qui comprend également l'Éthiopie en première étape et le Kenya en troisième et dernière étape. De son côté, le conseiller fédéral du département fédéral des affaires étrangères de la Suisse a exprimé sa gratitude pour l'accueil qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Les discussions entre les deux ministres ont porté sur un large éventail de questions, tant bilatérales que régionales. Par ailleurs, les deux ministres se sont engagés à travailler ensemble pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région, ainsi que l'importance du multilatéralisme et les moyens de le renforcer ont été largement abordés entre les deux ministres. Et à cet effet, je vous propose de suivre le mot du conseiller fédéral et chef du département fédéral des affaires étrangères de la Suisse. Tout d'abord, sur le plan de nos relations bilatérales, elle est due par les similitudes de nos pays. Nous sommes les deux des pays de plus petite taille que les pays qui nous entourent, le nôtre et le vôtre. Nous avons dû apprendre à vivre avec ça et en tirer les meilleures leçons pour nous développer dans le futur. Deuxième similitude très importante, la position géostratégique de nos pays. Nous, au cœur du continent européen, sur le passage des Alpes, depuis 2000 ans, nécessaire pour bouger du nord au sud du continent européen, et vous, ici, à l'entrée de la mer Rouge, un endroit tout à fait géostratégique pour le trafic des marchandises. Vous, entre le monde arabe et le monde africain, qui vous enrichissez des deux éléments, des deux cultures, et vous connaissez les différences et les difficultés aussi de compréhension entre les deux. Et nous, qui sommes à cheval entre l'Allemagne, la France et l'Italie, qui depuis des siècles se sont aussi fait des guerres dans le continent européen pour l'hégémonie dans le monde. Et quant au ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, il a rappelé l'importance que revêt cette coopération avec la Confédération helvétique. Réellement un plaisir pour moi de vous accueillir ce matin au ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale pour votre première étape de cette visite historique d'un haut responsable suisse, donc en République de Djibouti. Votre voyage dans la Corne de l'Afrique, et particulièrement à Djibouti, je crois, illustre l'intérêt que suscite cette partie du monde pour la Suisse et pour la communauté internationale. Et je rappelle ici que votre pays est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2023-2024. Djibouti, riche donc de sa jeune population, de plus en plus qualifiée, de ses ressources naturelles, de sa position géostratégique unique, à la croisée des continents, pays côtier au bord de la mer Rouge, fait face donc aujourd'hui à de nombreux défis. Donc, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, vous êtes certainement au courant de la terrible situation humanitaire qui est celle de Gaza, la terrible situation humanitaire du peuple soudanais en raison du conflit, et
le nombre tout à fait grandissant des réfugiés que connaît la Corne de l'Afrique, en plus d'un flux migratoire extrêmement important que la Corne de l'Afrique draine vers le Moyen-Orient et vers l'Europe. Et donc ces conflits sont un peu à l'origine de ces déplacements de population. En plus, ajouter à cela donc ceux qu'on appelle les réfugiés climatiques, l'impact des changements climatiques a également comme conséquence ce déplacement de population de plus en plus grand. Je tiens donc à saluer donc la position très balancée, très, je dirais, équilibrée de la Suisse quant à ces sujets au niveau du Conseil de sécurité, et nous suivons de près les déclarations de votre représentant à chaque fois que ces questions viennent donc à la table des débats du Conseil de sécurité. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omer Haddi, a reçu également la délégation des affaires étrangères suisses. Alors, arrivés au port, précisément au quai de chargement, ils ont été accueillis par le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omer Haddi, accompagné de ses proches collaborateurs à la gestion de la société de gestion de terminal conteneurs de Doralé. Il faut également mentionner qu'elle relie les marchés locaux à la chaîne d'approvisionnement mondiale. Ensuite, la visite s'est poursuivie à la zone franche. Sur place, ils ont pu découvrir un building construit selon les normes exposées, un centre de commerce, complexe hôtelier. En effet, situé à 23 km du centre-ville avec une superficie de 4800 hectares, avec un investissement global allant de 3,5 milliards de dollars. Il est annoncé comme le plus grand cette zone est la plus grande zone franche du continent. L'Institut de recherche archéologique et historique a accueilli aujourd'hui un atelier novateur en partenariat avec l'équipe allemande d'archéologie axée sur la méthode et la gestion des données en archéologie et en ethno-histoire. Cet événement a été l'occasion pour les chercheurs de partager les expertises et explorer également les meilleures pratiques dans ce domaine. L'atelier a offert une plateforme dynamique pour les participants qui ont pu discuter des défis actuels et des avancées technologiques dans la collecte, l'analyse et l'interprétation des données archéologiques et ethno-historiques. Des présentations détaillées ont également donné sur des sujets allant de l'utilisation des drones pour la cartographie des sites à l'intégration de bases de données dans les études en favorisant la collaboration internationale et promouvant également les normes méthodologiques rigoureuses. Qui associe les disciplines de l'archéologie, de la géographie et de l'ethno-histoire. Car, en tant que juriste, j'en sais bien trop peu sur ce sujet. Mais je me réjouis sincèrement de voir que tant de jeunes gens intéressés se sont réunis ici ce matin. C'est un signe qu'il y a manifestement un grand intérêt à entendre que les 4 scientifiques allemands ont à ouvrir. Hier soir déjà, j'ai eu le grand plaisir de rencontrer les 4 scientifiques allemands et 5 collègues de l'Institut des recherches archéologiques et historiques créé en 2014 au sein du Centre d'études des recherches
de Djibouti. En ce qui concerne le jeune État indépendant de Djibouti, je salue vivement le fait que la République de Djibouti ait créé un institut de recherche archéologique et historique de se préoccuper de sa patrimoine culturel. Et pour plus ample explication, je vous propose de suivre le mot du directeur général du CERD, M. Jalaluddin Mohamed. La rencontre se situe autour du passé. Et le passé est très grand, très large dans le cadre de ces différentes études que mène le CERD à travers ces différents instituts, en géologie par exemple, ou en recherche climatologique. Des recherches pointues sont actuellement menées sur la base des observations de terrain, sur des analyses chimiques, sur des analyses isotopiques. Tout ça pour remonter dans le passé et qui peut se situer sur des périodes séculaires comme ça peut se situer sur des périodes millénaires. Et quand on regarde de près tout ça, on voit que sur plus de 10 000 ans, plus de 20 000 ans, sur des périodes où on connaît un petit peu l'histoire humaine de cette région, assez bien, on voit qu'il y a eu quand même des changements très importants. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que aujourd'hui, si on reçoit l'équipe universitaire allemande, c'est aussi travailler sur l'ethnohistoire, qui est aussi une branche d'études de notre institut de recherche sur l'archéologie et l'histoire. Je pense que par le passé jusqu'à maintenant, pas mal de résultats basés sur des observations, des analyses ont été mis en évidence, mais il reste encore beaucoup à faire et le chantier est très grand. Et c'est en cela que je félicite le directeur de l'Institut, M. Salah Zakaria, et son équipe, qui d'ailleurs montre un dynamisme depuis ces dernières années à renforcer les capacités en termes de ressources humaines, en termes d'activité. Et aujourd'hui, si nous sommes réunis, encore une fois, c'est donner encore un nouvel élan à ce domaine de recherche. Le tournoi du Ramadan est organisé par le centre communautaire, le CDC de Charmoussa, et à son apogée avec la participation de plus de 24 équipes reparties en 6 groupes. Chaque après-midi, la plateforme du CDC de Charmoussa devient le lieu de rencontre palpitant où des centaines de supporters se rassemblent pour soutenir leur équipe respective. Cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour les amoureux du ballon rond et la commune de Balbala qui se retrouve dans une ambiance électrique pour encourager leurs joueurs préférés. Dans ce contexte, une équipe technique du ministère de la Jeunesse et de la Culture, conduite par le conseiller technique principal, M. Idriss Moussa, s'est rendue sur place pour superviser le déroulement de ce tournoi emblématique de la commune de Balbala. Cette présence illustre également de l'importance accordée par le ministère à ce type d'initiative communautaire qui favorise l'épanouissement des jeunes et renforce également les liens sociaux. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture exprime sa gratitude à tous les participants et les supporters bénévoles ainsi que les partenaires qui contribuent à faire de cet événement un succès retentissant. Aujourd'hui, cet après-midi plutôt, nous sommes au CDC de Charmoussa de Balbala pour assister au tournoi et surtout qui se déroule pendant le mois de Ramadan. Ce tournoi qui constitue un moment important et omnisport concernant toutes les disciplines sportives, mais également les activités récréatives organisées par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. C'est une occasion à ce niveau pour remercier et féliciter son Excellence Dr Hiba Moumen Assowe qui a pris cette initiative noble pour effectuer l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse en vue de les écarter des chemins sinueux de la délinquance et de la drogue. Cela constitue également une plateforme d'insertion et d'immersion socio-culturelle dans leur milieu naturel respectif
et cela renforce également leur patriotisme, mais leur citoyenneté. C'est dans cette optique que ce grand tournoi concernant toutes les disciplines est organisé et s'inscrit dans l'optique de l'encadrement national de la jeunesse djiboutienne pour une meilleure implication dans le développement national du pays et particulièrement pour une meilleure prise en compte de leurs besoins socio-culturels en vue d'une pleine intégration dans le développement national. Et place cette fois à ce magazine axé sur Alexandre Hussein, le phare du judo djiboutien qui illumine la scène internationale. Commentaire. 28 mars 1998, Adil Hussein Alexandre est bien plus qu'un judoka exceptionnel. Il incarne l'esprit du judo djiboutien portant haut les valeurs de l'excellence et de la détermination. Dans ce grand format, plongeant dans le récit captivant de cet athlète, dont la renommée a franchi les frontières nationales pour briller sur les tatamis du monde entier. Adil Hussein Alexandre a gravé son nom dans l'histoire du judo djiboutien avec un palmarès impressionnant. Ses exploits comprennent 2 médailles d'argent aux championnats d'Afrique, 2 médailles de bronze aux Jeux africains à Rabat et à Accra, ainsi que 7 médailles à l'Open continental, dont 2 en or, 2 médailles d'argent aux championnats arabes. Sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo a été le point culminant de sa carrière, témoignant de son engagement et de sa détermination à rivaliser avec les meilleurs judokas du monde. Au-delà de ses succès sur les tatamis, Adil Hussein Alexandre consacre une partie de ses vacances à enseigner et à encadrer des jeunes talents émergents dans son pays. Cette initiative louable s'inscrit dans la politique visionnaire du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, qui a accordé des subventions aux sportifs de haut niveau du pays. Cette approche soutient et encourage le développement du sport, permettant des jeunes talents comme Adil Hussein Alexandre de s'épanouir et de briller sur la scène internationale. Comme tout athlète de renommée internationale, Adil Hussein Alexandre bénéficie du soutien indispensable d'un sponsor, en l'occurrence la CAC International Bank, qui a été un pilier essentiel dans son ascension vers l'excellence depuis leur partenariat en 2021. Je suis très fier d'avoir ramené cette médaille pour le pays. Déjà en 2019, à Rabat aux Jeux africains, j'avais ramené une médaille de bronze. Là, c'est encore une médaille que je ramène. Voilà, j'ai montré que Djibouti et le peuple djiboutien peut compter sur moi et que je représenterai toujours les couleurs du pays à l'international. Maintenant, ça sera une grosse préparation pour les championnats d'Afrique. Je tiens à remercier le secrétariat des sports, le comité olympique et mon sponsor CAC Bank qui me permettent de financer tous mes déplacements et toutes mes compétitions. Adil Hussein Alexandre incarne la quintessence de l'athlète moderne, talent, détermination et engagement envers l'excellence. Son parcours extraordinaire est un témoignage de son dévouement envers son sport, sa nation et son sponsor officiel. À Tadjoura, cette fois, avec le mois béni du Ramadan, eh bien, les activités commerciales de ce mois de béni se poursuivent. Et à la Ville Blanche, eh bien, des entrepreneurs djiboutiens prennent au sérieux, eh bien, en créant des activités génératrices de revenus dans des quartiers, dans les artères de la ville, notamment sur les routes. En illuminant, eh bien, illumine la ville et répond à des besoins de la population, surtout en ce mois béni de Ramadan. Les produits tels que la pastèque, la banane en sont plus répandus, sont donc des produits phares qui sont eh bien, demandés par les jeûneurs, surtout en ce mois de Ramadan, où vous le voyez sur les images, et certains commerçants, eh bien, où il y a une foule immense qui se terre devant eux, qui sont en train de vendre de la pastèque, surtout en ce mois béni de Ramadan. Et revenons sur ce sujet qui fait donc la une sur les violences que rencontrent les enfants. Eh bien, les violences que rencontrent les enfants, surtout, eh bien, un atelier durant lequel les lycéens ont pu profiter de cet atelier axé sur les violences qui sont commises à l'égard de cet
certains enfants. Cet événement orchestré dans le cadre d'un atelier d'information visant à éduquer et à mobiliser les élèves des lycées sur des questions cruciales liées aux droits de l'enfant. Au cœur de cette séance, un échange dynamique s'est installé entre les élèves et les représentants des services dédiés à la protection de l'enfance. Ces interactions ont permis aux jeunes de mieux appréhender leurs droits en tant que mineurs par Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale à Gaza. Je vous le disais dans les titres, eh bien, le ministère de la Santé de la bande de Gaza a annoncé un bilan de la guerre qui fait au moins 31 930 morts et 75 000 blessés depuis le 7 octobre dernier. C'est ce qui ressort du rapport statistique quotidien du ministère de la Santé de la bande de Gaza, coïncidant avec le 166e jour de la guerre dans l'enclave palestinienne. L'occupation israélienne a commis 10 massacres contre des familles de la bande de Gaza, dont 104 morts, 162 blessés ces dernières 24 heures. Israël mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza qui ont conduit Tel Aviv à comparaître devant la Cour internationale de justice pour génocide. Et au Brésil, pour terminer, au cours des 2 premiers mois de l'année 2024, 196 km² ont été déboisés dans la forêt amazonienne au Brésil, soit 63% de moins qu'en janvier et février 2023. Une bonne nouvelle qui suscite l'espoir et confirme la tendance, bien que la surface sur laquelle les arbres ont été abattus correspond toujours à 327 terrains de foot par jour. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.